Alerte, le triptyque humaniste existentiel, ses romans. Le fascicule de présentation. Le livre 1, le dernier regard en 2 tomes. Le livre 2, les fictions de la science en 2 tomes. Le livre 3, l'insouciance de la conscience en 2 tomes. Le fascicule d'expertise. Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Son livre 3. L'insouciance de la conscience. Tome 1. En aparté. Volet 1. En Suisse. Les Suisses ont rejeté massivement la création d'un revenu de base pour tous, un vote inédit qui a suscité de vifs débats dans le pays. Selon les résultats définitifs, 76,9% des électeurs ont dit non à ce projet controversé. Le taux de participation était de 46%. Le texte avait peu de chances d'être voté. Fin 2015, le Parlement a recommandé le rejet de l'initiative, jugée dangereuse, à la fois en termes d'immigration et pour le système social suisse, avec des sommes prévues trop élevées pour ceux qui n'en ont pas besoin, et trop modestes pour ceux qui en ont besoin. Il s'agit d'une étape de parcours, pour préparer la Suisse. Dans 20 ans, nous aurons le revenu inconditionnel de base, peut-être même plus tôt, confié en mars le quotidien suisse Le Temps. C'est une première dans le paysage suisse, l'instauration d'un salaire minimum à 3 027 € dans le canton de Neuchâtel. Le coût de la vie est beaucoup plus élevé en Suisse. Par exemple, un panier de courses à 112 € en France coûte 173 € chez nos voisins suisses. Ce salaire minimum représente une petite révolution dans un pays où la plupart des entreprises fixaient librement leur rémunération. Après celui de Neuchâtel, d'autres cantons suisses pourraient introduire un salaire minimum. Le revenu universel de base a été testé en Alaska, en Finlande, à Singapour, au Canada, aux Pays-Bas, en Inde, au Koweït. En aparté. Volet 2. En France. Le nouveau statut juridique du stationnement payant sur voirie entrera en vigueur, en France, le 1er janvier 2018. Défendue depuis très longtemps par les élus du GART, cette nouvelle organisation institutionnelle et réglementaire apporte des changements considérables dans la gestion du stationnement payant sur voirie, notamment avec la disparition du régime pénal actuel et de l'amende à 17 € uniforme au plan national. Ces changements permettront la mise en œuvre d'un système plus efficace, ne serait-ce qu'en termes de respect des règles de stationnement et de taux de paiement spontané. Une difficulté institutionnelle, coordonner et concilier la compétence de l'autorité organisatrice des transports urbains avec les pouvoirs de police de la circulation et du stationnement, aujourd'hui entre les mains des maires. Les grands objectifs des politiques de stationnement pour les forfaits de post-stationnement, organisation et gestion du stationnement dans l'espace urbain, par l'autorité organisatrice des transports urbains. Les infractions au stationnement, gênant, très gênant, abusif, dangereux, dépassement de la durée limitée de stationnement, zone bleue, ne sont pas concernées par ces nouvelles règles. Dès le 1er janvier 2018, la surveillance du stationnement payant peut être confiée à une société privée. La question du stationnement des véhicules conditionne le bon fonctionnement global de la ville et la qualité du cadre de vie urbain. Le stationnement est déterminant au regard des enjeux en termes de déplacement, mais il ne se limite pas à cette fonction. Il est aussi décisif pour répondre aux objectifs assignés à l'espace public et à l'aménagement urbain par les politiques de mobilité, d'accessibilité et de cadre de vie. Si le report modal est l'un des objectifs attendus, la politique de stationnement se doit aussi de permettre l'attractivité et le dynamisme des territoires, d'accompagner le développement des activités économiques, de concourir au maintien de la fonction résidentielle des centres-villes, et de s'inscrire dans un processus de valorisation et de partage de l'espace public, devenu précieux. C'est aussi un outil de pilotage et de gestion qui agit sur des aspects économiques, environnementaux, ou encore sociaux au travers de sa mise en œuvre. Pour harmoniser la vie de la cité et assurer la circulation des biens et des personnes, le stationnement doit être organisé et planifié. Une politique de stationnement consiste à définir et à gérer une offre de stationnement, en priorisant les usages selon les utilisateurs et les types de véhicules, en fonction du contexte urbain et de la qualité de la desserte en transport collectif. Le stationnement doit également intégrer la diversité des usagers, car les politiques de stationnement doivent s'adresser à tous, aussi bien les cyclistes, les usagers de 2 roues motorisées, les personnes à mobilité réduite, les résidents, les livreurs, que les professionnels mobiles.
En 2018, la France rejoindra les nombreux pays européens qui ont choisi de gérer leur stationnement payant de voirie dans un cadre non pénal. L'article 63 de la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 prévoit en effet de retirer ce service du champ des pouvoirs de police du maire et d'en confier l'organisation, au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétent pour l'organisation de la mobilité durable. Par cette réforme de grande ampleur, le législateur entend non seulement dépénaliser le contrôle du stationnement payant sur voirie, mais aussi décentraliser l'ensemble des fonctions concourant à l'organisation de ce service essentiel à la maîtrise de l'espace public urbain. Il souhaite aussi assurer la cohérence de sa gestion avec celle des autres services participant à la mobilité dans le même espace. C'est désormais au plus près du terrain que se prendront les décisions relatives à la tarification, à la gestion, au contrôle, au recouvrement des droits et à la contestation de tout ce qui a trait au stationnement payant sur voirie. Avec cette réforme, la France s'inscrit dans la ligne déjà adoptée par d'autres pays. Pour chaque pays, l'analyse reprend successivement les différents maillons de la chaîne, fixation des tarifs, assujettissement à la TVA, organisation du contrôle, étendue des pouvoirs dévolus aux différents corps chargés du contrôle, sanctions, recouvrement des sanctions, chaîne de contestation, charge de la preuve, lien entre le stationnement et les transports publics, rôle de la police, affectation des recettes, etc. L'entrée en vigueur du nouveau régime de gestion du stationnement sur voirie constitue un changement considérable pour les citoyens. Il importe que les élus locaux et les instances gouvernementales en favorisent l'acceptabilité sociale par une pédagogie et une communication adaptées. L'acceptabilité repose sur la concertation, l'information et la communication. Il faut donc expliquer les politiques de stationnement très en amont par l'association d'un public le plus large possible lors des concertations pour avoir la garantie d'un projet partagé. La restitution de données objectives, précises et quantifiées sur le stationnement favorisant l'émergence d'une culture du stationnement et mettant à mal les idées reçues. L'explication des mesures et des résultats attendus pour faire partager les objectifs de la politique de stationnement. Le présent document a été élaboré par la Mission interministérielle pour la décentralisation du stationnement, MID, les associations impliquées dans la mise en œuvre de la décentralisation du stationnement payant, AMF, France Urbaine, ACF, GART, et un groupe de collectivités test. Il vise à faciliter l'application des dispositions qui régissent les modalités de reversement des produits des forfaits de post-stationnement, FPS, entre la commune ayant institué la redevance de stationnement et l'établissement public de coopération intercommunale, EPCI, ou le syndicat mixte. Elles doivent également prendre en compte les piétons en leur assurant un cadre de vie agréable et proposer une offre adaptée pour les autres services à la mobilité comme l'autopartage et le covoiturage. En effet, s'il semble nécessaire de pouvoir accueillir les voitures en ville, il ne faut pas le faire au détriment des autres usagers. C'est pourquoi les mesures visant à modérer l'usage de la voiture individuelle et à promouvoir les usages alternatifs tels que les véhicules partagés sont à encourager. Les plans de stationnement n'ont pas vocation à bannir la voiture de la ville, mais à optimiser la circulation des personnes mobiles, en privilégiant notamment le stationnement hors voirie lorsque cela est opportun et le report vers d'autres modes de déplacement. Le stationnement réglementé gratuit demeure, lui, dans le domaine pénal et le dépassement de la durée de stationnement maximale autorisée, contrôlé à l'aide d'un disque de stationnement apposé derrière le pare-brise, sera passible à compter du 1er janvier 2018, d'une amende de 35 €. Les collectivités doivent gérer les impacts du stationnement résidentiel sur l'aménagement et la qualité de la vie, voitures ventouses. En aparté. Volet 3. La démocrature. Les démocratures sont des dictatures camouflées ou des démocraties truquées. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un régime avec toutes les apparences d'une démocratie, constitution, élection, séparation des pouvoirs, mais qui dans les faits et dans les actes, fonctionne comme une dictature. Les dirigeants et son appareil politique aidés ou non par des partis alliés manipulent ces institutions et les médias afin de conserver leur pouvoir. 3 formes d'organisation étatique peuvent être répertoriées, l'État-nation, l'État libéral et l'État-providence. À laquelle de ces 3 régimes appartiendrait la France ?
En réalité, le type de régime qui a le vent en poupe, ce n'est pas la démocratie, c'est la démocrature, et ses corollaires actuels avec la montée du populisme en cours dans les élections passées et à venir. Ce qui la distingue des formes anciennes du totalitarisme ou des dictatures classiques, c'est qu'elle entend rendre la parole au peuple, confisquée jadis par les élites défaillantes, et en mettant de côté la négociation et le consensus à l'origine même de l'idéal démocratique. Ainsi, il ne fait pas de doute que les nombreuses formes de démocrature, mises en place depuis quelques années dans le monde sont en train de modifier durablement les relations diplomatiques mondiales. J'appelle démocrature, cette situation hypocrite qui, au nom de la démocratie, impose aux citoyens les mœurs d'un autre âge, où la caste de la noblesse jouissait de droits privilégiés et en usait avec morgue et arrogance. Le non-respect des promesses de campagne électorale et même de la tromperie des citoyens par un changement radical de cap. L'exercice du pouvoir par une caste technocratique et financière qui manipule les citoyens, comme on le faisait en monarchie, est autant d'atteinte à la démocratie. En aparté. Volet 4. Les dirigeants obscurs. Une vingtaine de familles régnantes de la noblesse mondiale et aussi des grandes banques internationales, de l'Occident et de l'Orient, appelées de différentes façons, mais mieux connues sous le terme Illuminati, dont la puissance serait parfaitement incontrôlable, dirigerait et dominerait tous les peuples de la planète Terre, en toute clandestinité. Elles se considèrent d'inspirations intellectuelles et porteuses de la lumière, devant régner au-dessus du monde, par une domination totale. Leurs actions se font par une corruption par l'argent et par le sexe, utilisée pour le contrôle des hauts fonctionnaires. Une instruction adaptée à l'établissement des meilleurs cerveaux, établis à leur cause. Une influence constante par l'intermédiaire de ces éléments manipulés, afin de les installer dans les postes décisionnels des États et des institutions religieuses. Une suprématie absolue sur les moyens d'information des publics, par cette communauté secrète, aux fins de convaincre et d'orienter les informations destinées aux populations de l'impérative nécessité d'une création du gouvernement mondial. Utiliser toutes les forces armées pour réaliser des coups d'État militaires, nécessaires au renversement des gouvernants hostiles à leur programme. La finalité de ces organisations secrètes serait d'uniformiser la société humaine afin de pouvoir mieux la contrôler et en particulier par la mise en place de tous les moyens technologiques étant à leur disposition. Leurs intentions seraient de créer le chaos généralisé à l'ensemble de la planète pour pouvoir ensuite proposer leur solution d'un gouvernement mondial sauveur de l'humanité. Cette solution serait assortie de la destruction de tous les réfractaires à leurs projets globalisateurs, mais aussi des peuples considérés comme primitifs. Les OGM, organismes génétiquement modifiés, les chanterelles, pollution chimique réalisée en haute atmosphère, les vaccins etc. feraient partie de leur arsenal de destruction massive. Le transhumanisme, par l'acceptation des implants de puces électroniques, serait également un des procédés qui permettront de contrôler tous les individus ainsi connectés. Parmi ces programmes, il y aurait une divulgation sur la réalité des entités biologiques extérieures à notre planète. Leur présentation pourrait se faire à partir de l'idée qu'elles ont pu être à l'origine de l'existence de l'espèce humaine. Certaines de ces entités seraient présentées comme des envahisseurs. D'autres seraient présentées comme les sauveurs de l'humanité, par l'avancée technologique supérieure qu'elles représentent et qu'elles seraient susceptibles de nous apporter. Cette accoutumance à la présence d'espèces extraterrestres sur notre sol aurait pour conséquence de nous faire occulter la réalité d'une matrice, dans laquelle l'espèce humaine aurait été enfermée dès son implantation sur Terre. La matrice a pour conséquence de faire croire à une réalité de l'univers physique. L'univers quantique, lui, démontre exactement le contraire. La perception d'une matérialité ne serait que la conséquence de nos sens qui créent une hypothétique matérialité. La consistance matérielle n'est pas perceptible en situation quantique où tout n'est que vide. Un vide dont l'observation créerait une matérialité complètement illusoire. Ce ne sont que d'infimes fragments de matière atomique qui créeraient cette illusion. Alors qu'il s'agirait, en réalité, d'une énergie aux pouvoirs incommensurables. Les expérimentateurs en situation d'hypnose permettent de mieux appréhender ce phénomène illusoire d'une fausse réalité. Il est d'abord inculqué aux enfants l'existence d'un bienfaiteur du genre, Père Noël. Puis, il est inculqué l'existence d'un Dieu.
Et enfin il y a l'existence d'un autre bienfaiteur qu'est la noblesse, élu des dieux eux-mêmes, ou d'un représentant national chargé de s'occuper des intérêts de l'État et de ses citoyens. Et enfin, la conviction doit être ancrée dans toutes les populations qu'il existe la mort, en tant que situation de non-retour. Il est le programme de contrôle mental extrême. C'est le programme essentiel, dans toutes les cultures, afin de faire accepter la nécessité impérative d'obéissance, inculquée dès le plus jeune âge. Les moyens de contrôle se résument donc d'abord à l'éducation, puis aux religions, et enfin aux systèmes économiques et aux systèmes de l'information des populations. En aparté volet 5. L'aveu. Les gouvernants ne seraient que des pantins, manipulés par les dirigeants de l'ombre, et chargés d'appliquer le plan du nouvel ordre mondialiste. Les groupes mondiaux les plus influents seraient les Bilderberg, Rockefeller, franc-maçonnerie, Rothschild, Windsor, etc. La trilatérale de la branche Europe serait constituée d'environ 400 membres, qui se réunissent épisodiquement, pour décider des nouvelles dispositions à adopter pour définir les concordances avec leur plan. Ce plan consiste à détruire l'homogénéité des nations dans la perspective d'obtenir le pouvoir du marché de masse. Avec la réalisation d'un libéralisme économique global et la réalisation d'un libéralisme sociétal, concernant la structure, l'organisation et le fonctionnement de la société humaine. Le traité transatlantique prévoyait, dès 2007, d'installer un tribunal arbitral privé permettant aux entreprises multinationales de pouvoir faire condamner les États et les collectivités locales. Le projet européen de ces groupes décisionnels étant de livrer l'espace européen, sans nation, ni gouvernement, ni démocratie, ni limite territoriale, au marché global du marché économique américain. Les pantins manipulés ne correspondent qu'à des produits de marketing destinés à amuser les peuples par une sorte de consumérisme politique. Pendant que les populations se traînent dans la misère et l'angoisse toujours grandissante, les politiciens marketing établissent leur carrière sur les décombres des pays dont ils sont censés défendre les intérêts nationaux, pour le seul profit de leurs intérêts particuliers. Où se situe la conscience de ces personnes sans scrupules ? Les gouvernants désignés par le pouvoir de l'ombre sont entièrement soumis aux directives élaborées par le nouvel ordre mondial. À titre d'exemple, les pays européens contraints, avec la complicité de leurs dirigeants, à emprunter auprès des banques privées ont vu leur dette exploser, par le cumul des intérêts devant être payés, la France est en bonne position avec une dette égale à 100% de son produit intérieur brut, alors qu'il ne serait que de 9% de ce PIB, dans le modèle économique de 1972. Cette situation, qui a donc été volontairement provoquée, permet à ces mêmes gouvernants félons d'expliquer aux populations qu'elles doivent se résoudre à des économies drastiques, dans tous les domaines sociétaux, pour diminuer la dette publique et les déficits des États membres de l'Union européenne. C'est la loi bancaire de 1974, sous le prétexte d'une volonté de suppression de l'inflation, qui a contraint ces États à ne plus pouvoir se financer auprès de leurs banques nationales sans intérêt, au profit des banques privées avec intérêt. Les dirigeants félons ne cessent de répéter que la dette publique est provoquée par un manque de compétitivité des entreprises et une mauvaise gestion des dépenses publiques des États membres. Il devient donc urgent de multiplier les plans d'austérité et de continuer à privatiser les modèles économiques. Un ancien Premier ministre, candidat à une élection présidentielle, aurait déclaré : La France est en faillite. Ce sont les Bilderberg qui nous gouvernent. Il suffit de rétablir la création monétaire par chaque banque centrale des États européens pour rétablir un équilibre économique. Ce sont les banques des groupes du Nouvel Ordre qui ont créé ce mécanisme afin de pouvoir contrôler aussi les États européens. La spoliation des États se fait évidemment avec la duplicité des moyens de l'information, qui sont tous entre les mains du nouvel ordre économique, et de celle de ses dirigeants qui ont voté la loi 123 du traité européen de Lisbonne, précisant qu'il est interdit à la Banque centrale européenne ou aux banques nationales de pouvoir s'immiscer dans le processus économique des États membres. Ce sont des banquiers américains, sur une idée du baron Alfred Rothschild, qui en 1913 ont réussi à imposer aux États-Unis de prêter l'argent à ses gouvernants au taux de 6%. Ils ont appelé cela la réserve fédérale pour que les citoyens ne puissent pas s'apercevoir de la supercherie. Avant 1913, les États-Unis n'avaient aucune dette, maintenant elles dépassent les 100% du PIB. Cette situation leur a permis dès 1913 de créer un impôt sur le revenu des travailleurs.
Les impôts sur le revenu ne servent qu'à alimenter le pouvoir d'achat des banquiers et pas du tout à faire fonctionner les services publics. Ce sont ces mêmes banques qui ont ensuite provoqué et alimenté financièrement les conflits armés de 1914 et 1939 en Europe. Il est alors plus facile de comprendre la traîtrise de tous les dirigeants des États européens. Ils se sont tous mis au service des riches, par cupidité et carriérisme. Comment est-il possible que les peuples puissent encore continuer à désigner des représentants chargés de les trahir ainsi? Ils ont tout simplement été formatés et programmés à tout accepter. L'arnaque européenne a consisté en 2015 à ce que les citoyens français versent 23 milliards d'euros à l'Europe qui lui en a restitué 14 sous forme de subventions. Où est donc l'erreur? Simplement dans la formule suivante. Le peuple français ne peut parler et agir que par ses représentants, les citoyens qui nomment des représentants, renoncent et doivent renoncer à faire eux-mêmes la loi, ils n'ont pas de volonté particulière à imposer, s'ils dictaient des volontés, la France ne serait plus un État représentatif, ce serait un État démocratique. La souveraineté nationale n'existe pas en France. Tout postulant qui ne serait pas insoumis aux gouvernants de l'ombre, qui ne voudrait pas revenir sur la loi de 1973 appelée « loi Giscard-Rothschild », ni sur l'article 123 du traité de Lisbonne, anciennement appelé traité européen refusé par les Français, et qui permettrait de retrouver la souveraineté monétaire afin de sortir des carcans de l'euro et de l'Europe unie, serait condamné à l'impuissance et à mettre la population française et la France exsangue, ce postulant ne pourrait devenir influent que sur l'augmentation des impôts, la disparition des services publics, il ne pourrait en aucun cas supprimer les privilèges des dirigeants de l'ombre. Tous les dirigeants sont sous les ordres de la haute finance. Ils ne peuvent que trahir la France et les Français, c'est pour cela qu'ils ont été désignés et qu'ils ont été élus. Mon ennemi c'est le monde de la finance. Cela n'était qu'un slogan permettant de rassurer un électorat. L'incroyable cynisme des dirigeants et des financiers n'a pas de barrière. Ils décident de la vie ou de la mort des peuples. La liberté, l'égalité et la fraternité de la République et son principe de gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple n'ont jamais existé. La politique consiste simplement à raconter des histoires, à appliquer l'art de la communication et celui de la manipulation de l'opinion. Comment les peuples peuvent-ils encore se laisser traiter ainsi? En aparté. Volet 6. L'intelligence artificielle est là. L'autoprogrammation d'une machine intelligente fonctionne selon les mêmes algorithmes organisationnels et d'apprentissage profond, couplés à la perception visuelle, comme ceux d'un cerveau. Un algorithme étant la description précise, sous forme de concept simple, de la manière dont on peut résoudre un problème. Un concept étant un contenu de pensée, parfois considéré comme une idée abstraite, donc séparée de la réalité d'une chose, d'une situation ou d'un phénomène. L'intelligence artificielle s'inspire donc des principes de fonctionnement d'un cerveau. Une croissance exponentielle des données assortie à la complémentarité des processeurs permet ce processus. Le processeur est un circuit électronique qui effectue les opérations arithmétiques et logiques. L'appellation microprocesseur tient du fait que les composants du processeur ne sont plus distincts, mais incorporés dans un même circuit intégré. Le processeur doit être considéré comme le centre nerveux de l'ordinateur. Un cerveau d'ordinateur s'instruit en fonction de ses rencontres avec son environnement, comme le fait un enfant. Sa compréhension intuitive lui permet d'acquérir et de regrouper les informations qu'il reçoit. Il peut les engranger, s'y référer avec beaucoup plus de réussite qu'un cerveau humain, qui lui aura tendance à modifier ses acquis et ses souvenirs. Le cerveau artificiel est beaucoup plus pragmatique. Il n'oublie rien et ne modifie rien de ce qu'il a acquis sauf à améliorer son savoir en fonction des nouvelles informations, mais sans en détériorer ses acquis. Il codifie les informations, au fur et à mesure de sa progression, afin de pouvoir les identifier dans leur corrélation, avec les modifications de l'environnement dans lequel il évolue. Cela lui permet d'établir des prédictions, toujours en fonction des modifications dans son environnement. La vision n'est qu'un aspect de l'apprentissage. La compréhension de l'environnement fait également appel à la maîtrise du langage. Le codage et le décodage d'un langage, de plusieurs langages, et de leur prononciation est un autre processus d'apprentissage pour la progression des facultés intellectuelles. La maîtrise du vocabulaire, des intentions, des questionnements, etc.
Interpréter et prédire, à partir des acquis, permet d'établir un niveau intellectuel supérieur au cerveau humain. Les acquisitions, pour le cerveau artificiel, sont très supérieures à celles du cerveau humain. Elles sont exponentielles et sans erreur de référencement. L'intelligence artificielle est de très loin supérieure à celle d'un cerveau humain, par sa capacité exponentielle à acquérir en continuité, sans erreur dans la progression, et par ses référencements aux précédents acquis, sans détérioration des souvenirs. Les expériences et les expérimentations seront elles aussi exponentielles en devenant intuitives. La parfaite maîtrise de la biologie moléculaire est un exemple de progression d'une intelligence artificielle supérieure sans restriction. L'implication d'une protéine dont les valeurs dépendraient de plusieurs centaines de millions d'expérimentations n'est pas accessible à l'analyse humaine. Une intelligence programmée dans cette étude pourra définir les implications à constater. La machine intelligente, d'une intelligence devenue tellement supérieure, devrait permettre à l'humain d'évoluer intellectuellement. Cela devrait permettre à l'espèce humaine de s'acheminer vers des valeurs exponentielles des progrès intellectuels. Cela ne se fera pas sans le risque de pouvoir des dominations existant déjà, mais pouvant ainsi décupler leurs contrôles et leurs manipulations sur les citoyens n'ayant pas accès au volume de connaissances cachées par leurs dirigeants comme cela a toujours été le cas depuis, au moins l'Antiquité. Il deviendrait primordial qu'un encadrement des connaissances soit établi, mais par qui? Il deviendra prépondérant que ce soit l'intelligence artificielle qui définisse les valeurs de l'espèce humaine pour sa progression intellectuelle. Si ce sont des mafias qui exploitent les avancées de l'intelligence artificielle, comme c'est le cas actuellement, c'est à un génocide global envers l'espèce humaine qu'il faudra s'attendre. La fréquence des ondes, alpha, du cerveau humain se situerait entre 6 et 8 Hz et tous les organismes terrestres se situeraient dans cette fourchette de résonance électrique. La résonance de Schumann, qui est une mesure du circuit électrique et électromagnétique terrestre, enregistrée dans la cavité, située entre la croûte terrestre et l'ionosphère, vibrerait également dans cette fourchette de résonance. Le contrôle de cette fréquence, électroniquement, permettrait d'influencer, au moins, les ondes cérébrales de l'humanité entière. Il serait ainsi possible de reproduire les effets des substances chimiques sur les organismes résultant de l'utilisation de fréquences électromagnétiques, situées dans la résonance de Schumann. Cette hypothèse, démontrée par Nikola Tesla, parmi bien d'autres de ses découvertes particulièrement extravagantes, avait compris que son observation ne devait pas tomber entre les mains des militaires. C'est pourtant ce qui serait advenu et plusieurs pays posséderaient des armes à faisceau de particules, extrêmement destructrices. Le dispositif HARP, développé d'abord en Russie puis aux USA, procéderait à partir de stimulation du champ magnétique terrestre permettant la création d'un bouclier ionosphérique. L'ionosphère deviendrait, de cette façon, une cavité de résonance. Le système HARP, High Frequency Active Auroral Programme, d'abord utilisé dans un but défensif serait devenu un modèle d'armement très offensif. L'échauffement de portions de la haute atmosphère permettrait d'affecter la température globale terrestre. La concentration énergétique de ce dispositif sur une petite partie ionosphérique créerait une distorsion dans sa magnétosphère. Il s'agirait ainsi de modifier le bouclier naturel de notre planète pour créer un couloir qui se dirigerait sur un endroit ciblé de la planète et d'y provoquer un impact d'une très grande puissance. L'importance de cet impact serait comparable à une puissance égale à celle de plusieurs éruptions volcaniques conjuguées. Il pourrait être à l'origine des divers dérèglements climatiques déjà enregistrés. Y aurait-il une guerre secrète contre des peuples? Une cosmologie spirituelle pourrait permettre l'explication du fonctionnement de la physique, de notre univers physique. Comment la matière se créerait dans notre dimension, en fonction de mondes parallèles. La compréhension de la nature de l'énergie et des résonances dans le cosmos pourrait apporter la compréhension de l'existence de la vie. La mécanique quantique démontre une complexité incommensurable de l'espace, du temps et de la gravité. La Terre aurait une impulsion électrique intrinsèque. Toute la vie sur la Terre serait accordée avec son onde électromagnétique. Toutes les cellules émettent des vibrations, mais elles captent aussi des vibrations et peuvent en subir leurs influences. Il s'agirait d'émissions d'oscillations à très haute fréquence. Un déséquilibre oscillatoire pourrait être créé par toute intervention extérieure à une cellule.
Les cellules d'une personne malade modifient leurs fréquences oscillatoires. Une modification de l'amplitude oscillatoire des cellules saines permettrait de mieux traiter la maladie. L'ADN émettrait et recevrait des photons et des ondes électromagnétiques issues de sons et de lumière, permettant d'identifier cet ADN. Un générateur d'impulsions magnétiques, d'une amplitude égale à la résonance de Schumann, permettrait aux astronautes de mieux supporter les déficiences physiques et psychologiques leur survenant dès qu'ils se trouvent en dehors de l'ionosphère terrestre. Il s'avérerait que la fréquence de base de la résonance de Schumann, de notre planète, aurait dangereusement augmenté en créant une menace pour la biosphère entière. La biosphère est l'ensemble des organismes vivants d'une planète et de ses écosystèmes, qu'ils soient présents dans la lithosphère de son enveloppe terrestre, dans l'hydrosphère de ses parties liquides ou dans l'atmosphère de son enveloppe gazeuse. La dangerosité de cette modification impactera directement, bien évidemment, l'avenir de l'espèce humaine. Tous les événements volontaires tendant à modifier les dimensions de la cavité située entre notre planète et l'ionosphère entraîneraient une détérioration de la fréquence de ces signaux de résonance. Chaque relation électromagnétique divergente de la résonance de Schumann affecterait le mental des espèces et celui des humains. Toutes les installations technologiques produisant des champs électriques auraient un impact considérable sur le psychisme humain, entraînant des modifications sur toutes les formes de vie de la Terre. La haute atmosphère pourrait être considérée comme un organe vivant, transmetteur d'une conscience à tout le spectre du vivant. La résonance de Schumann, qui fonctionnerait comme un tempo cosmique, serait considérée comme un simulateur énergétique pour toutes les formes de vie. Ce simulateur terrestre serait menacé. Mais, inversement, les sentiments dégagés individuellement ou collectivement auraient aussi une influence sur le champ magnétique de notre planète. En aparté. Volet 7. La matrice. Autrement dit, le champ magnétique généré par les réactions affectives de chaque entité vivante pourrait avoir une influence sur le comportement magnétique de la Terre. Il apparaîtrait réaliste de considérer qu'une volonté d'action concertée d'une population pourrait impacter directement le champ magnétique qui dirige la vie sur la planète. Le champ magnétique pourrait en retour avoir une très grande influence sur des impacts immunitaires des espèces, mais pas seulement. Il pourrait aussi influencer des périodes de troubles favorables ou défavorables aux espèces. Évidemment, aucune personne ne peut avoir conscience du lien qu'elle pourrait concrétiser avec la planète par ses pensées ou par ses actions. Et pourtant il apparaîtrait qu'il s'agit bien d'une influence réciproque nous concernant. Il apparaîtrait alors essentiel de créer des interactions les plus harmonieuses possibles avec notre environnement immédiat. L'harmonie pourrait être considérée comme un langage entre l'individu ou une collectivité d'individus. Les émotions personnelles, dans les traditions ancestrales, étaient considérées comme pouvant se refléter dans la spiritualité cosmique. La qualité des émotions est-elle mesurable? Or, il s'avérerait que nos émotions affecteraient directement notre état psychique, physiologique, psychologique et même physique de chacun d'entre nous. Le cœur apparaît comme étant l'élément corporel le plus puissant générateur électrique et magnétique. Le cerveau possède également un champ électrique et un champ magnétique. Cependant ils apparaissent bien plus faibles que ceux du cœur, d'un rapport d'un centième pour le champ électrique et d'un 5/1000 pour le champ magnétique. Or, notre monde physique est composé de ces deux champs énergétiques et il suffirait de modifier un de ces deux champs d'un atome pour changer sa valeur. En fait, les émotions de notre cerveau ou de notre cœur suffisent à modifier les champs électriques et magnétiques de notre corps, mais aussi ceux de tout ce qui nous entoure. Un champ énergétique serait à l'origine de toutes les réalités physiques qui nous entourent. Ainsi, lorsque nous engendrons des sentiments, ceux-ci modifient les champs électriques et magnétiques de notre cœur. Les modifications réalisées dans le monde quantique se répercuteraient dans notre monde physique. De cette façon, il s'avérerait que nos émotions, nos sentiments et nos expérimentations qui interfèrent sur nos champs électromagnétiques de notre niveau quantique créeraient des schémas se répercutant aussi dans notre niveau physique. Cela pourrait signifier que ce que nous projetons comme devant se réaliser soit indispensable afin que cela puisse se réaliser. Il existe une interdépendance entre la conscience humaine et son environnement. L'espace lui-même représenterait un niveau de pensée et de conscience. Il existerait un champ dans l'espace. Notre existence physique serait la matérialisation de ce champ spatio-temporel. Cela concernerait la probabilité des possibilités quantiques à la réalité de notre univers.
Comment utiliser le langage de l'émotion humaine pour pouvoir communiquer avec le champ de la matrice universelle? Les sentiments ressentis représentent un langage transmissible. Un sentiment produit aurait une conséquence sur l'organisation quantique moléculaire. Chacun serait en mesure de participer à la grande organisation de la vie. Chacun aurait l'opportunité de modifier ses propres conditions de vie ainsi que l'organisation générale de la vie. La participation et l'influence seraient collégiales. L'observation de l'univers physique représente la conséquence de sa réalité. Chaque élément du vivant représente d'infimes particules d'un univers qui se réalise d'une manière participative de chacune de ces particules. Il s'agit d'une participation à son élaboration. La recherche du savoir oblige à découvrir sans finalité. L'obligation de vouloir comprendre oblige à rechercher indéfiniment, sans espoir de pouvoir atteindre l'ultime réponse. L'état de conscience correspond au résultat des recherches. C'est la conscience qui créerait l'univers physique. Le sentiment et la conscience pourraient être à l'origine de la création. Quelles sont alors les conséquences de nos pensées sur notre planète? Le pouvoir de changer nos pensées aurait pour conséquence des changements de croyances. La vie serait alors liée aux diverses formes de croyances. Quelles sont donc les origines des croyances? Les croyances proviennent des diverses informations transmises par les diverses cultures liées aux populations. Quelles seraient donc les conséquences des croyances erronées transmises de génération à génération? Le pouvoir des cultures serait la conséquence du pouvoir de la conscience. Le pouvoir des croyances est alors très lourd de conséquences sur l'avenir de l'espèce humaine et par voie de conséquence sur toutes les espèces. Nous sommes tous constitués de particules atomiques. Nos particules sont interconnectées entre elles. Ce sont des particules quantiques capables de communiquer entre elles, dans le passé et dans le futur. En effet, les particules auraient la particularité de pouvoir changer leur passé pour leur permettre de se transposer dans le futur. Puisque chaque espèce est constituée par des particules quantiques, l'aspect particulier de transformation des particules du passé vers le futur devrait permettre aux espèces de pouvoir procéder des mêmes transformations. Le pouvoir des particules nous oblige à devoir prendre conscience de nos propres pouvoirs. Or, ce serait la force de la conscience qui permettrait aux particules quantiques d'établir la consistance de l'organisation des organismes physiques. La matière constituant notre univers physique n'existerait pas sous la forme attribuée par nos sens. Les recherches au niveau de l'atome confirmeraient que la matière n'existerait pas sous la forme que nous lui attribuons. La réelle existence de la matière ne se révélerait qu'à partir d'une force, celle d'une force maintenant les ensembles par l'action de la conscience. Il s'agirait d'un champ d'énergie permettant la cohérence des ensembles. La croyance serait un code utilisant les champs énergétiques, que seraient les champs des possibilités, pour les transformer en une réalité apparente de cet univers physique. La croyance serait donc un code permettant la transformation des possibilités en réalité. Dans le champ des probabilités, toutes les possibilités existeraient dans l'avenir des possibles. L'accès à toutes les possibilités s'établirait ainsi à partir de la conscience de chaque élément du vivant. Ce serait alors à partir de l'accès au sentiment que l'avenir se réaliserait. Une croyance résulterait de la combinaison d'une pensée et d'une émotion. La pensée se produirait à un certain niveau de la conscience. L'émotion se produirait à un autre niveau, créatif, de cette conscience. La conjugaison des deux éléments permettrait la réalisation d'une pensée en sentiment. La nature d'un sentiment serait donc la conséquence d'une combinaison entre l'émotion et la pensée. La nature d'un sentiment serait aussi la combinaison de divers éléments. La croyance serait ce qui transforme des possibilités de physique atomique en champs d'ondes. Pendant longtemps il a été enseigné que la molécule atomique était comparable à un système planétaire. Maintenant il serait plutôt comparé à une énergie. L'atome ne serait plus assimilable à une particule physique, mais à des ondes énergétiques. Pour changer la valeur d'un atome il suffit d'en changer son énergie. Pour changer la matière physique de l'univers, il conviendra de changer l'énergie dans laquelle cette matière est organisée. C'est le champ atomique qui définit le comportement de la masse atomique. Or, le champ est composé d'énergie électrique et d'énergie magnétique. C'est la réalisation de ce champ qui détermine la liaison de l'ensemble. Si l'on change la valeur du champ électrique, le comportement de l'atome s'en trouve affecté.
L'effet Stark est la modification d'un état électronique par l'action d'un champ électrique, ayant pour conséquence une modification atomique. Un changement du champ magnétique modifie également la valeur atomique. Un changement de champ électrique ou magnétique permet de modifier les valeurs atomiques. L'univers physique serait constitué d'énergies électriques et magnétiques, et donc d'atomes. Il s'avère que le cœur est l'organe d'un corps qui développe le plus d'énergie électrique et magnétique. Le cœur est considéré comme le secteur corporel créateur des sentiments. Les sentiments créeraient des ondes électriques et magnétiques à partir du cœur. Rappelons que les champs électriques du cœur sont 100 fois plus puissants que ceux du cerveau et ces champs magnétiques le sont 5000 fois plus. Il suffit d'extrapoler son influence sur le réseau atomique qui l'entoure pour comprendre que le cœur serait en mesure de changer les valeurs atomiques de chaque personne et par voie de conséquence celles de l'univers aussi. Les croyances créent des ondes électriques et changent les valeurs des ondes magnétiques. Les croyances créeraient de cette manière les réalités terrestres et l'univers physique en changeant les valeurs de la matière. L'oscillation d'une onde et son mouvement d'aller-retour est contraire à une onde stationnaire. Les possibilités quantiques de la vie seraient liées à ces ondes oscillantes. L'onde stationnaire correspondrait à une réalité du vécu. Les possibilités quantiques sont liées au phénomène de l'intrication des particules. Les atomes sont constitués d'ondes stationnaires. Les possibilités quantiques sont des ondes oscillantes. Les croyances émergentes de notre cœur seraient constituées par des ondes stationnaires. Les croyances détermineraient donc les réalités présentes. Une particule physique telle qu'un photon peut se mouvoir en qualité de matière, mais aussi en qualité d'une onde énergétique. Son comportement est simplement lié à la connaissance d'un expérimentateur. La conscience de cet expérimentateur se sera avérée capable d'influencer le physique. En fait, ce qui est considéré comme un observateur est en réalité un participant. En conclusion, tout participant dans l'univers physique aurait ainsi la capacité d'influencer son environnement physique. Il s'avérerait également que plus un participant s'intéressait au comportement d'une onde et plus son influence deviendrait importante. La réalité serait considérée comme tributaire de l'attention qui lui sera apportée. Alors, sur quelle portion de notre vie devons-nous porter notre attention, pour pouvoir en modifier sa réalité? Nous serions tout simplement les initiateurs de notre réalité, à partir de nos croyances. La particularité de l'intrication des particules réside dans leurs interconnexions. Ce serait l'énergie qui maintiendrait cette singularité des interconnexions. Alors est-ce que la matière qui compose chaque entité physique a une influence sur l'univers physique? Il s'avère effectivement qu'un ADN serait capable de modifier l'organisation préliminaire de photons subitement mis en son contact. La matière physique, de quelle entité physique que ce soit, serait capable d'influencer le comportement de l'organisation intrinsèque de l'univers physique. Mais ce qui est beaucoup plus surprenant, c'est que lorsque l'ADN est retiré d'une mise en contact avec des photons, ceux-ci conserveraient l'organisation préliminaire qu'ils avaient initialement adoptée en présence de cet ADN. Il s'agirait du phénomène dit de l'ADN fantôme. Autrement dit, tout influence tout, dans l'univers physique. Un champ d'énergie peut être mesuré autour de chaque espèce animale ou végétale. Pour les êtres humains, ce champ est observable à une distance située entre 2,50 m à 3 mètres de diamètre. C'est en tout cas la distance évaluée actuellement par les moyens techniques utilisés. Or, il s'avérerait que le champ évalué d'un cœur humain pourrait avoir une étendue de plusieurs kilomètres. Il semblerait que la double hélice de l'ADN pourrait se dilater et se contracter en influençant le taux de DHEA, déhydroépiandrostérone. Les sentiments qui se traduiraient par une modification du champ du cœur sembleraient également affecter et influencer le taux de DHEA de notre ADN. Les émotions seraient donc ressenties par l'ADN de chacune de nos cellules. Les émotions seraient ainsi susceptibles d'affecter l'organisation de la matière. Le champ des ondes électromagnétiques émises par notre corps et notre cœur serait donc susceptible de changer notre environnement physique. Les champs d'ondes émis pourraient donc modifier l'organisation globale de l'espace universel. Il y aurait bien une interconnexion entre les espèces et leur environnement. Il s'agirait d'une interaction entre des champs individuels et un champ global. Une interaction entre des consciences individuelles et une conscience globale. Alors qu'il avait été considéré que l'espace était du vide, il s'avérerait que le vide de l'espace est quasiment empli d'un certain volume énergétique.
Il y aurait aussi des zones énergétiques servant à connecter l'ensemble du cosmos. L'espace semblerait se comporter à la façon des connexions neuronales d'un cerveau. Les émissions d'énergie transmises par les espèces seraient-elles transmises par l'intermédiaire de ces connexions du cosmos? Il serait alors possible d'envisager que l'énergie cosmique représenterait une matrice intemporelle de tout ce qui est en relation avec la réalisation de l'univers physique. L'intrication de l'univers physique correspondrait elle aussi à l'intrication de l'univers quantique. Dans un hologramme, chaque fragment, aussi infime soit-il du modèle, contient le modèle dans sa totalité. Cela devrait signifier que chaque unité d'une espèce considérée, dans notre univers physique, représenterait à lui seul l'ensemble de l'univers physique. Un hologramme original étant découpé en une infinité de fragments, chaque unité de fragment représentera l'hologramme originel. Selon ce principe, si l'on découpe l'univers physique en portions de plus en plus fines, chaque morceau représentera la totalité de cet univers. Il devient donc alors possible de considérer que tout élément, aussi petit soit-il, tel qu'un virus, représentera une unité d'espèce, correspondant à l'univers physique à l'intérieur duquel il se trouve. Or, aussi surprenant que cela puisse paraître, un changement apporté à un seul des éléments holographiques, et celui-ci sera immédiatement répercuté à tous les autres éléments de la fragmentation holographique. En conséquence, il suffirait de modifier les valeurs d'un élément d'une espèce considérée et fragmentée de l'univers physique pour changer tout l'ensemble des valeurs de l'univers physique. D'après cette démonstration holographique, chaque unité de l'espèce humaine serait en mesure de modifier les valeurs de l'univers physique. Nous serions évidemment des modèles de l'univers physique. Il suffirait donc de modifier les valeurs émises par notre cœur pour qu'elles puissent se réaliser. Or, ce qui est plus surprenant c'est qu'un événement pensé pour qu'il se produise se produirait avant la modification initialement pensée. Comment l'information se véhicule-t-elle dans l'espace? L'information initiale semblerait ne pas avoir à voyager pour se transmettre. L'information serait une partie inhérente à l'espace modifié. Chaque pièce d'un hologramme demeure connectée à toutes les autres pièces et inversement. Chaque sentiment ferait donc partie intégrante de l'ensemble auquel il appartient au sein même de l'univers physique, qui lui-même est la répercussion de l'univers quantique. Il suffirait de quelques volontés concertées dans l'ensemble de l'espèce humaine pour pouvoir modifier les valeurs intrinsèques de l'espèce humaine. Chaque élément de l'univers physique est une représentation holographique. Chaque unité de chaque espèce représenterait le reflet de cet univers holographique. Dans un hologramme, il n'y a pas de notion de distance ni de temps. Tout est situé dans chacun des éléments de l'hologramme. Chaque décision élaborée dans une vie est capable de déclencher un processus dans la partie interne de chacun. Or ce processus interagit aussi avec l'ensemble de la matrice. Des expérimentations individuelles peuvent démontrer que des sentiments et des émotions provenant du cœur peuvent provoquer un changement dans l'ADN de l'expérimentateur. Les changements dans l'ADN seraient alors répercutés au niveau quantique de l'univers. Une émotion cohérente partagée serait susceptible de transformer des éléments décisionnels de participations universelles. S'il nous était possible de connaître le langage de la matrice, nous pourrions en modifier son contenu. Cette conception de notre univers nous permettrait de pouvoir participer volontairement aux élaborations de son champ de conscience. De pouvoir ainsi participer au projet de la conscience globale. Il apparaîtrait possible d'établir des changements à des processus électroniques par la seule volonté de la conscience. Autrement dit, il serait apparu que des dispositifs électroniques se seraient avérés en capacité de comprendre des changements dans la conscience des humains. Mais les faits ont été plus surprenants de constater que des enregistrements électroniques étaient survenus avant même qu'un événement se soit produit et que ces faits aient pu modifier l'état de la conscience globale des habitants de la planète. Un champ de conscience globale enregistrerait par avance la réalisation d'un événement particulier, mais de grande ampleur sur la planète. Cela signifie-t-il qu'il serait possible de prévoir des événements importants à l'avance? Un champ holographique, intriqué, s'apparentant à des circuits neuroniques, pourrait s'identifier à un filet énergétique. Nous serions ainsi connectés à une structure d'énergie réagissant à notre conscience et faisant aussi réagir notre conscience. Les informations que nous recueillons, à partir des expériences ou des expérimentations dans chaque vie, ne seraient pas stockables dans le cerveau, mais dans le champ d'une conscience globale.
Ce stockage globalisé des informations serait-il accessible à la conscience individuelle de chaque unité de chaque espèce? Est-il possible, à partir d'un sentiment, d'accéder à la connaissance globale de l'univers physique, de la matrice? Le fait de se poser la question de savoir si telle information est déjà existante pourrait peut-être déclencher le processus de recherche. Un sentiment de recherche, concernant une information particulière, pourrait être utile au développement du bon schéma autorisant l'accès à l'information à rechercher, au niveau du champ holographique de la conscience globale de la matrice. Un état de conscience, altéré, permettant d'accéder à des niveaux de connaissance particuliers. L'information étant holographique, il suffirait de pouvoir obtenir l'accès à l'holographie quantique de la conscience globale. Il pourrait y avoir un pouvoir du sentiment, de l'intuition ou de l'émotion. La pensée et le sentiment y seraient différenciables. Cependant que la pensée et l'émotion peuvent fusionner pour créer une influence. Pour comprendre l'organisation de l'univers physique, il importerait de le penser en termes d'énergie, de fréquence, de vibration et d'information, selon Nikola Tesla. Le niveau de conscience, au cours des expériences de la vie, est particulièrement réduit, par rapport à des expériences vécues en état de mort provisoire ou imminente. La conscience, détachée du corps permettrait, au contraire, de remettre en question le modèle de notre réalité. Le cerveau pourrait n'être qu'un filtre très réducteur d'informations. Il ne s'agirait que d'une très petite fraction des informations pouvant être mises à disposition. Il y aurait une conscience analytique réservée à la matière dite physique, pendant qu'une conscience extra-neuronale intuitive serait, elle, liée à des perceptions extrasensorielles. Il y aurait des états d'expansion de la conscience et des états modifiés de conscience, à partir d'une possibilité de ne plus avoir à passer par les sens normaux de détection. Les rêves représentent un tout autre état. Le rêve aurait la faculté de se déployer, autour du dormeur, à la façon d'un hologramme. Des personnages, connus généralement, auraient la faculté de pénétrer dans le rêve d'un dormeur. Le propre de n'importe quelle vérité essentielle est que son contraire contient aussi une vérité essentielle, selon Niels Bohr. Une évolution de la conscience implique de tout prendre en considération. Un état modifié de conscience permet de se confronter à une réalité inattendue. Il permet notamment de savoir mieux gérer la nécessité d'humilité envers soi-même et surtout envers tout l'entourage et l'environnement. La vie n'est pas qu'une enveloppe physique constituée d'une conscience. La vie, c'est d'abord une conscience qui s'est transposée dans une enveloppe physique pour pouvoir y réaliser des compétences, des expérimentations. Elle est là pour acquérir des connaissances et un savoir. L'interaction entre les deux aspects de la personnalité consisterait en une dualité nécessaire entre la conscience et l'esprit. Le physique servant l'esprit, l'expérience servant la conscience. Une anatomie spirituelle de l'enveloppe charnelle permet de mieux comprendre les actions réciproques de chaque élément corporel rattaché à chaque niveau énergétique lié à la conscience. Les déficiences de connaissance des zones énergétiques d'un corps qui n'utilise qu'un faible pourcentage de ses facultés empêchent de comprendre le fonctionnement des modèles émotionnels en activité. L'incursion dans l'univers physique permettrait de réaliser les expériences dont la conscience aurait besoin. Elle permettrait la compréhension détaillée de ce que représente la réalité de la conscience. Le but des métempsychoses répétitives serait une nécessaire évolution de la conscience, d'abord individuelle puis collective et enfin globale. La conscience globalisatrice permettrait aux consciences collectives et individuelles de se régénérer. Tous les possibles seraient réunis dans une information globale, selon la physique quantique, et il appartiendrait à chacun de venir y puiser ce qu'il aurait besoin. Des conditionnements permettraient de suivre le champ des possibles à partir de ce qui serait nécessaire et peut-être indispensable, sans doute défini par avance. Les états de conscience particuliers permettraient à ceux qui en ont disposé de pouvoir différencier l'essentiel du superflu. Les notions matérialistes volontairement inculquées par les oligarques dirigeants qui veulent continuer à faire croire qu'au-delà de la mort tout s'arrête ne devraient pas perdurer. Tout est conscience dans l'univers physique et la répétition des passages servirait à permettre de récupérer l'information indispensable à l'expansion des consciences. Le matérialisme n'est rien d'autre qu'un outil de propagande. En aparté. Volet 8. Les potentiels de la pensée. Nous avons des temps perceptibles, évidemment, mais nous aurions aussi des temps imperceptibles. Le temps, qui passe, ne serait qu'une succession d'événements.
Ces événements pourraient être séparés par des zones sans perception ayant des temps différents. Il s'agirait d'un potentiel de perception dont les conséquences seraient particulièrement déroutantes. Surtout pour celui qui n'a pas conscience de telles particularités. Il convient de comprendre que ces potentiels ne sont pas évaluables ni prévisibles. Le libre arbitre du choix resterait inchangé. Cependant que des informations pourraient être recueillies à partir de ces potentiels particuliers. Le processus permettant d'appréhender les temps imperceptibles serait difficilement contrôlable. Chaque entité dans l'univers physique est constituée d'un corps physique et d'un corps énergétique enveloppant le corps physique. Cette enveloppe énergétique pourrait être chargée de recueillir des informations en même temps qu'elle serait susceptible d'en transmettre. Cette enveloppe serait en relation avec les vitesses d'intrication du quantique, mais aussi en relation avec des vitesses superlumineuses. Il y aurait un univers superlumineux qui représenterait une supraconscience. Dans cet univers, cela serait l'instantanéité qui prévaudrait. Il pourrait s'agir d'un espace qui permettrait d'identifier un événement avant sa cause. Cela concernerait le passage à des niveaux de temporalité différents, par l'intermédiaire de cette enveloppe énergétique. Mais, puisqu'il y aurait des potentialités réciproques, à partir de notre énergie, la diffusion des pensées devient accessible à chacun. La pensée créerait des potentiels, dans des temps différenciés, et qui sont utilisables par des tiers. Les temps imperceptibles auraient la faculté de renseigner les potentiels en fonction des nécessités. Le dédoublement ne serait pourtant pas pris en considération par la communauté scientifique, toujours réticente aux nouvelles découvertes. Le dédoublement de la personnalité, dans des temps différents, permettrait d'être celui qui était, celui qui est, et celui qui sera. Tout serait réuni dans un même temps. La mémoire serait liée à un futur possible, simplement fabriqué par une pensée. Si l'énergie est de la masse, selon Einstein, la pensée, considérée comme énergie serait alors liée à une masse. Dès que la pensée, qui s'établirait dans un temps imperceptible, c'est-à-dire non perçu par son auteur, la conséquence de cette pensée serait de l'énergie perdue. Il deviendrait donc important de récupérer de l'énergie complémentaire en conséquence. La complémentarité énergétique, à partir de la pensée, provoquerait l'éternité. Cela n'est évidemment pas le cas dans l'univers physique, mais il le devient dans la persistance de la conscience. Il y aurait, à l'identique des particules, un dédoublement de la personnalité dans les temps différenciés. La pensée représente la science du futur de chacun. Ces connaissances acquises par l'intermédiaire des temps différents, auraient-elles une utilité dans le quotidien ? Selon ces potentiels de la pensée, il suffirait alors de savoir reconnaître son propre futur, c'est-à-dire les raisons de sa vie, pour que tout découle selon la logique des temps. Le futur serait créé avant d'être vécu, à l'évidence. Chaque événement se présente comme un futur actualisable dans le présent de la pensée. Tous les événements futurs seraient mis à disposition dans le temps imperceptible. Il n'est donc pas possible de le connaître à l'avance. La sensation de pouvoir vivre dans un modèle de hasard ne serait que l'exploitation d'un destin établi par un modèle de pensée. Il suffirait ainsi de penser à un avenir souhaité pour qu'il devienne une possibilité. Cela ne serait alors que des suggestions d'avenir, où le hasard n'a pas sa place et le destin pas davantage. Il s'agirait alors d'une organisation du futur. Les passages obligés par l'univers physique seraient bien la conséquence d'une obligation de connaître. Ce serait le corps énergétique qui permettrait toutes les liaisons avec la conscience de la pensée et plus précisément avec les pensées de la conscience, individuelle, collective et globale. Le sommeil, paradoxal, où le cerveau présente une activité électrique maximale, comparable à celle de l'éveil, équivaudrait à de la décorporation. Les particules sont duales, car elles sont à la fois ondes et corpuscules. Tout, dans l'univers physique étant exclusivement constitué de particules, tout se retrouve en état de dualité. Chaque élément vivant est un assemblage de particules constituées d'énergie de pensée. L'énergie devient alors de la pensée. Selon ces protocoles de pensée, l'esprit devient immortel. Lorsqu'il quitte l'univers physique, que nous appelons la mort, l'esprit devient une naissance dans un autre temps de la conscience. Il s'agit à chaque fois d'une nouvelle ouverture temporelle, d'un côté et de l'autre de ces deux temporalités entre la naissance et la mort physique. Le sommeil paradoxal servirait de transition entre le corps énergétique et une conscience temporelle de l'avenir.
Une incompréhension entre le temps événementiel et le temps énergétique ne permet plus de comprendre la raison de l'existence dans l'univers physique. La vie servirait à appréhender un futur organisé. La pyramide oligarque, qui dirige, ne veut surtout pas que les peuples sachent qu'ils peuvent prendre leur destin en main sans aucune nécessité d'une représentation qui les asservit au lieu de les servir. La pensée servirait de potentiel pour soi, mais également pour les autres. Un théorème, qui consiste à être démontré par un raisonnement, précise qu'il suffirait de penser le bien à faire à autrui pour qu'un autre pense à nous le faire. Il convient donc d'arranger le futur pour pouvoir le vivre. Les principes vitaux permettent de réaliser, sans avoir à penser. Il suffit donc d'admettre la nécessité de vie dans plusieurs temps, comme principe vital, pour accepter sa propre condition de vie. Le dédoublement du temps représenterait un principe universel permettant de comprendre le fonctionnement de notre devenir. Or, il suffit de comprendre le modèle de pensée de la société humaine pour en comprendre son futur. Il s'avère que le modèle humain est dicté par une volonté néfaste à l'épanouissement de tous ceux qui n'entrent pas dans la doctrine oligarque, c'est-à-dire les populations qu'ils ont asservies. Il suffirait de penser à mieux vivre pour le proposer aux autres et faire barrage aux pensées néfastes à la société humaine. Toutes les pensées organiseraient les conséquences de chacune de ces pensées. En aparté. Volet 9. La fréquence émotionnelle. Un choc émotionnel peut déclencher un déséquilibre fonctionnel. Une émotion particulière correspondrait à une zone vibratoire particulière. Si la fréquence vibratoire correspond à celle d'un organe, elle va bloquer sa fréquence énergétique. Des polluants déjà installés dans l'organisme vont alors se concentrer dans cet organe déficient. C'est ainsi que se déclencheraient les maladies. L'émotion devient donc le facteur déclenchant d'un processus invasif. La maladie n'arriverait pas par hasard. Nous serions responsables des causes qui favoriseraient des états prédisposés. La maladie devrait être considérée comme un feu rouge clignotant cherchant à avertir la personne que quelque chose ne va pas dans l'organisation de sa vie. Les traitements, représentant la réponse du corps médical, peuvent quelquefois soulager, mais que très rarement guérir. La véritable guérison ne peut résulter que d'une régénérescence du corps physique. Une démarche globale s'impose. L'émotionnel doit être pris en considération, car il est le facteur déclenchant du problème médical. L'anxiété représente un facteur déclenchant très important. Une parfaite écoute de soi permet de quitter une grande partie des émotions perturbatrices. Une bonne harmonie de vie suffit à rétablir l'équilibre physiologique. Le déséquilibre énergétique favorise les déséquilibres physiques. La physique quantique démontre que la matière, les pensées et les émotions fonctionnent ensemble. La médecine holistique permet de traiter les patients dans leur corps et leur esprit d'une façon globale. En plus d'un corps physique, nous sommes entourés de corps énergétiques. Ces divers corps énergétiques se situent dans divers plans de conscience indépendantes du corps physique. Des chocs émotionnels provoqueraient des blocages énergétiques. Une médecine préventive permet de dégager les blocages énergétiques avant qu'ils ne déclenchent de véritables maladies invalidantes. 75% des problèmes cardiaques proviennent de situations de stress. La médecine chimique chirurgicale conserve ses fonctions. D'autres modèles de soins, par la médecine holistique, permettent de débloquer des situations de complications médicales que la médecine chimique ne sait pas traiter. La médecine chinoise consiste à soigner avant qu'une maladie ne se déclenche. Elle permet de soigner la cause et pas les effets. Délivrer des médicaments ne sert qu'à soulager les effets, mais la cause continue à résister. La médecine traditionnelle est régie par les usines pharmaceutiques dont le pouvoir est économique. La qualité de vie des patients leur importe peu, leur seul souci est la rentabilité toujours plus importante. Ce sont les industries pharmaceutiques qui dirigent les médecins et les pharmacies, les cliniques et les hôpitaux. La qualité des soins n'est pas leur préoccupation. À une pathologie déterminée correspond un soin adapté. Répondre exclusivement par des traitements chimiques ne fait qu'aggraver la situation de stress déjà implémentée. La médecine énergétique représente un adversaire à la médecine classique et chimique alors qu'elle devrait représenter un allié ou mieux un associé. Il est déjà difficile de faire admettre les causes psychologiques aux déficiences physiques. Les causes énergétiques de maladies ne sont pas prises en compte par la médecine française.
Aucune étude sérieuse n'est organisée pour pouvoir définir l'efficacité des médecines naturelles par rapport aux médecines chimiques. La nourriture aurait une influence majeure sur la santé. Tous les aliments provenant des protéines animales sont néfastes à la santé. L'alimentation végétale crue, très variée devrait être à la base. Une alimentation variée avec quelques aliments carnés peut également convenir. La suggestion fait partie intégrante des nouveaux soins non médicamenteux. Les corps vibratoires sont le prolongement du corps physique. Ils sont indestructibles par nature. Le corps émotionnel et spirituel qui constitue la conscience subsiste à la fin du corps physique. Un monde des causes provoquerait un monde des conséquences. Supprimer les causes permet de supprimer les conséquences. Les oligarques ont très bien compris que les situations de stress permanentes entraînant des peurs récurrentes permettant de positionner les populations dans le besoin et l'obsession vers un repli sur soi. Les situations de dépendance sont ainsi créées pour enfermer les populations dans un carcan organisé. Les situations d'assistanat sont une illustration de ces situations de dépendance. La responsabilisation individuelle est le seul moyen de s'extraire des carcans provoqués par les oligarchies dirigeantes et inconséquentes. La souffrance, qu'elle soit physique ou mentale, ou psychique, n'est pas une obligation d'apprentissage. L'expérience n'a pas besoin de souffrance pour expérimenter. La spiritualité, sans religiosité, aiderait à se dégager des contraintes imposées. La puissance de la pensée permet de s'extraire des contraintes mises en œuvre dans un but d'asservissement de l'espèce humaine. Une société très militarisée, sous surveillance policière permanente, est une résurgence moyenâgeuse. La prise en considération de cette situation par la conscience sociale devrait permettre de faire éclater les barrières imposées par les castes dirigeantes. La physique quantique est une physique de la conscience et de la prise des consciences. La science n'est pas opposable à la spiritualité. La conscience est un aspect diversifié des sciences permettant de comprendre la réalité du monde physique. Lorsque l'espèce humaine sera consciente de sa supériorité en face des oppresseurs, alors elle aura fait un grand pas vers son devenir. La vérité ne peut pas se limiter à une illusion. Le discernement permet l'évasion de sa condition sociale et de la quitter définitivement. En aparté. Volet 10. Les nouveaux schémas de pensée. Des champs énergétiques circuleraient dans l'espace. Il n'y aurait aucun vide. Une conscience globale régirait cet espace. Ces champs énergétiques seraient influençables. Chaque entité, vivante, pourrait avoir sa part d'influence, par sa seule volonté d'action. Les pensées ont leur importance, mais les sentiments et les émotions ont aussi un grand rôle dans l'action sur les champs énergétiques. Des émotions cohérentes opéreraient des changements dans les champs électromagnétiques environnants. Les valeurs atomiques de la matière environnante seraient modifiables selon les courants de pensée des champs électromagnétiques. Tout serait interconnecté dans l'univers physique selon les principes admis et démontrés par l'univers quantique. Les possibilités quantiques deviendraient illimitées dès qu'elles seraient prises en considération. La pensée serait une image de possibilités quantiques. Tout existerait dans le domaine des possibilités du quantique. Une possibilité deviendrait efficiente à partir de l'émotion, selon les schémas du quantique. Une prise en considération de l'estime de soi permet d'ouvrir le champ des possibilités établies dans l'infini des particules des schémas quantiques. Les relations entre les sentiments résulteraient de principes énoncés dans la matière quantique. Un champ des désirs personnels servirait de passage entre le souhaitable et le réalisable. Un conditionnement au ressenti n'aurait rien de statistique. La confrontation aux diverses cultures permet de mieux pouvoir investiguer sur les incompréhensions liées à chacune de ces cultures. Elle permet aussi d'extraire les éléments favorables de ces cultures. La sagesse serait l'élément primordial devant être pris en considération avant toute prise de décision. Des valeurs extraites de chaque culture permettraient d'aboutir au principe d'estime. La pensée participe à la notion d'émotion. L'émotion proviendrait des centres créatifs de notre pensée. Insuffler le pouvoir de l'émotion dans la pensée provoquerait la propagation d'un champ électromagnétique provenant du cœur. Chacun des éléments de ces champs propagés influencerait notre environnement quantique. La force des champs de pensée déterminerait les sentiments. L'union de la pensée et de l'émotion créerait les sentiments. Les sentiments correspondraient à un langage d'union avec les forces de l'univers quantique.
La force essentielle de cette union et de sa connexion à l'univers physique correspondrait à de la compassion. La compassion serait la force et le sentiment qui permettraient la cohésion des ensembles. Chaque entité aurait la capacité de comprendre cette force de cohésion. Tout ferait partie intégrante de l'ensemble. La cohésion serait permanente dans le quantique de la matière à cause de la force énergétique qui relie les ensembles. Les modèles de la théorie expérimentale extrapolée informatiquement suggèrent ces états des champs du quantique. L'expansion démontrée de l'univers physique résulte de cette théorie des champs couplés dans l'univers quantique. Tout reste relié et connecté. L'espèce humaine doit se réadapter à cette impérative nécessité à faire partie de l'ensemble. Les émotions humaines participent à la réalité des champs quantiques. La conscience individuelle participerait à l'élaboration d'une conscience globalisatrice, à partir des possibilités du quantique. Nota, ces textes sont des extraits d'idées émises par diverses personnalités provenant de plusieurs sources. En ce qui concerne les images d'illustration présentes dans cet ouvrage, elles appartiennent exclusivement à leurs auteurs respectifs. Elles ne sont utilisées qu'à titre illustratif, ne transgressant aucune législation en vigueur. Il convient de remercier le très grand nombre de personnes ayant contribué, directement ou indirectement, à la confection de cet ouvrage. Cette liste est beaucoup trop importante pour pouvoir y être transcrite. Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Livre 3. L'insouciance de la conscience. Tome 1. Les livres brochés de cette collection Alerte sont en vente chez Amazon, livre français, Philippe Vaisseau. Alerte, le triptyque humaniste existentiel, ses romans. Le fascicule de présentation. Le livre 1, le dernier regard en 2 tomes. Le livre 2, les fictions de la science en 2 tomes. Le livre 3, l'insouciance de la conscience en 2 tomes. Le fascicule d'expertise. Alerte,